et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour Camille, merci beaucoup d'être sur Espérance avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir parce que je sais que tu as énormément de conseils à apporter, ce que tu fais déjà par ton compte Insta possible et je sais que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes, donc je suis vraiment contente que tu sois là. Dans un premier temps, est-ce que tu peux tout simplement nous dire qui tu es, te présenter un petit peu aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir intervenir. Donc, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans et en fait, j'ai lancé le compte Instagram Possible il y a bientôt 2 ans pour parler d'un sujet encore trop peu connu en France qui s'appelle la dermatillomanie, qui est un trouble dont j'ai souffert pendant quasiment 15 ans et qui mérite vraiment d'être plus mis en lumière. Ouais, c'est vrai que moi, avant de connaître ton compte, j'en avais jamais entendu parler. Donc le but, le fait d'avoir créé ton compte Insta, c'est vraiment pour, d'une part, faire connaître, mais je sais que tu apportes énormément de conseils et que, enfin, j'ai l'impression que ça aide vraiment les autres personnes aussi de voir qu'elles sont pas seules. Peut-être que c'est une des choses qui est le plus difficile dans cette maladie aussi. Oui, oui, clairement, parce que c'est vraiment c'est un trouble via lequel on se fait des lésions sur la peau, donc que ce soit la peau du corps ou du visage. Et en fait, c'est beaucoup confondu avec de l'acné simple. Donc, certaines personnes ne vont jamais se dire, tiens, je peux avoir un TOC ou un trouble. En fait, c'est juste que j'ai une mauvaise habitude et je touche un peu trop ma peau, je gratte un peu trop mes boutons, etc. Alors qu'en fait, pour le coup, là, c'est un comportement qui est pathologique, donc qui provient pas d'une simple mauvaise habitude et qui est donc vraiment classé parmi les TOC. Mais en fait, voilà, vu que beaucoup confondent ça avec l'acné, il y a très peu de reconnaissance sur ce trouble-là, déjà au niveau médical, psy, etc. Et c'est encore très méconnu. Et pour les personnes atteintes, par exemple, si elles essaient d'en parler avec leur entourage, il va souvent y avoir des réactions qui vont tenter de minimiser un peu. Voilà, tu vas y arriver, essaye demain d'arrêter juste de toucher tes boutons et ça va aller, quoi. Alors qu'en fait, là, il y a vraiment une composante psychique en plus qui fait que c'est vraiment très, très difficile d'arrêter de se gratter, en fait. Ouais, c'est Donc vrai. oui, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce compte parce que moi, j'ai vraiment souffert de cette solitude et de l'incompréhension des proches. Et quand j'ai réussi à aller mieux par rapport à tout ça, je me suis dit, bon, il faut en parler. En fait, il faut que j'essaye de partager tout ce que j'ai compris et de créer une communauté qui puisse rassembler au moins voilà, des personnes qui souffrent de la même chose. Parce que je me rends compte qu'en fait, on a des parcours de vie et des façons de le vivre qui sont vraiment hyper similaires. Donc, le fait de lire ça, ça rassure énormément. Ouais. Est-ce que, je sais pas si tu as un chiffre ou une stat en tête, tu sais à peu près combien de personnes sont touchées par cette maladie? Non, franchement, au niveau des chiffres, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas beaucoup d'études. Après, dans la famille des TOC, je ne sais plus, mais je crois que c'est 2% de la population, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Mais pour la dermatillomanie, je ne sais pas. Mais enfin, vu qu'il y a des degrés divers, à mon avis, ça touche vraiment énormément de gens, surtout des gens qui passent par l'acné. Enfin, voilà, ça doit être vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que, parce que mine de rien, enfin, au vu de toutes les personnes qui te suivent et sur ton compte, c'est vrai qu'on se rend compte que ça représente, enfin, c'est pas juste une dizaine de personnes isolées, ça représente vraiment une quantité Ouais, importante, quoi.
Ouais, parce que le compte, je l'ai lancé en avril 2018 et là, on est quasiment 5000 Mm. alors que, en fait, les gens arrivent vraiment par les hashtags, ils découvrent un peu par hasard le mot et puis après, ils regardent sur Instagram s'il y a un compte. Et franchement, tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent, mais c'est fou, je découvre en fait que c'est une maladie. Certains, ils me disent que ça fait 10 ans, 20 ans, enfin, et voilà, ils commencent juste à mettre un mot dessus là, quoi. Donc, c'est assez incroyable et c'est vraiment tous les jours que j'ai des personnes qui m'écrivent des mots comme ça. Donc, il y a un vrai besoin d'en parler plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, du coup, toi, comment... Déjà, ça fait combien de temps que tu... Alors, je sais pas si on peut parler de guérison ou pas dans ce cas-là, mais que, en tout cas, tu souffres plus au quotidien de ta dermatillomanie? Je pense que ça va faire à peu près 2 ans. Bah, à peu près quand j'ai lancé ce compte. J'avais énormément cheminé avant. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses qu'on détaillera peut-être après. Ouais, Mais quand j'ai lancé ce compte, enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà compris ce trouble. Donc, compris comment il se manifestait en moi et pourquoi. Et d'avoir réussi à mettre en place plein d'exercices, d'outils et de choses pour qu'il soit canalisé. Tout en sachant que, il faut tout le temps que je reste vigilante et même encore aujourd'hui parce que en fait c'est un exutoire soit à stress, soit à émotion forte, etc. Donc je sais que si je prends pas soin de moi et que je me respecte pas entre guillemets, je vais avoir toujours cette tentation de me réfugier dans ces comportements-là parce que c'est vraiment des moments où enfin, je suis dans une transe, on pense à rien et ça permet de faire ouais, un refuge, quoi, une bulle, un peu une parenthèse. Donc, il faut que j'arrive à m'apporter du bien-être d'une autre façon. ok. Voilà. Et Alors, en tout cas, aujourd'hui, enfin, on va dire que voilà, depuis le lancement de ce compte Instagram, je me sens plus contrôlée par ce trouble parce qu'avant, j'avais peur en fait limite de moi-même parce que je savais très bien hmm, que même si je voulais absolument arrêter et ne pas faire de crise, en fait, c'était impossible. Enfin, je savais que l'après-midi, j'étais dans le métro, par exemple, je me disais bon bah ce soir tout va bien se passer, mais il y avait une autre partie de moi qui me disait mais en fait, je sais pas ce qui va se passer et je contrôle pas ce qui m'arrive et peut-être qu'en fait, je vais encore faire n'importe quoi ce soir et c'était horrible parce que j'en venais à avoir peur de rentrer, quoi. ouais. Parce que je savais que je ne pouvais pas contrôler. Donc là, j'en suis plus du tout à ce stade. Aujourd'hui, je suis complètement libérée de ça et ma peau, en fait, elle occupe plus toutes mes pensées comme avant, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est complètement annexe et ça me contrôle plus. D'accord. Et donc, du coup, c'est quoi les axes principaux sur lesquels toi, tu as agi justement pour t'en sortir? Alors, je pense que déjà, le premier truc, et je pense que ça, c'est commun à tous les troubles, c'est de comprendre que la volonté, ça suffit pas. Donc, c'est en fait, dès qu'on souffre de quelque chose, en fait, tout le monde veut arrêter et tout le monde veut s'en sortir. Enfin, que ce soit des troubles alimentaires, des addictions ou autres, on en souffre. Donc, forcément, on n'a pas envie de rester là-dedans. Donc, on se dit tous, OK, bah, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, la volonté, ça suffit pas quand c'est un trouble psychique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qu'il faut traiter. C'est pas juste, voilà, je vais arrêter d'aller dans tel magasin ou de prendre tel chemin le matin. Non, là, ça, c'est une décision. Là, il y a vraiment un travail à faire au niveau psy. Donc ça, et ça, c'est arrivé très tard pour moi parce que la dermatomanie, ça a commencé vers 12 ans, je pense. Et c'est vers mes 23 ans que, en fait, après avoir essayé 10 000 trucs et m'être fait plein de promesses à moi-même, comme quoi demain j'arrête, j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vois bien que ça marche pas, quoi. Donc je pense que la volonté, c'est pas suffisant. C'est hyper Donc, important hein, ce que tu dis. C'est une des premières fois, je pense, que j'entends ça. Je trouve ça génial de pouvoir faire passer ce message. Je trouve ça hyper important. ouais, ouais, cool. Et après, du coup, bah, c'est un peu une suite logique, c'est de comprendre que si la volonté, ça suffit pas, ben, il faut que je fasse autre chose. Et souvent, ça passe par le fait de se faire aider. Donc, d'accepter qu'en fait, bah, tout seul et avec soi-même, on n'est pas assez fort pour gérer quelque chose comme ça. Et que parfois, bah, il faut accepter de se faire aider par quelqu'un d'extérieur qui connaît des choses que nous, on ne connaît pas, qui va nous apporter du recul aussi par rapport à ce qu'on fait, etc. Et souvent, c'est quand même quelque chose d'assez difficile parce que voilà, on se dit, on a honte d'en parler. Enfin, mais il faut vraiment arriver à dépasser ça et se dire non, c'est un professionnel, il va m'aider. Donc ça a été une grosse étape. Et en fait, la première thérapie que j'ai faite, je pense que j'étais pas dedans. Enfin, voilà, j'étais pas assez motivée. Je pense que j'y allais, mais sans vraiment y croire. Et il a fallu que j'attende une deuxième thérapie où là, voilà, après d'autres épreuves de vie, etc., je me suis dit, bon, ok, là, je me mets à fond. Je vais vraiment y croire. Je vais faire ce qu'on me dit de faire, etc. Donc, toi, les professionnels qui t'ont aidé, c'est des psychologues? Ouais, psychologue, mais j'ai aussi fait appel à des pratiques plus de médecine douce, donc notamment l'hypnose,
qui, je trouve, a assez bien marché sur moi. En fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de nous apaiser, même si c'est court terme. En fait, l'hypnose, elle va jamais résoudre le problème à 100%, parce que c'est comme tout problème, il faut vraiment faire un travail sur soi, sur ses habitudes, ses comportements, ses pensées et tout ça. C'est pas juste en une séance d'hypnose que quelque chose va s'enlever de notre cerveau. Enfin, voilà, ça peut pas marcher comme ça. Mais par contre, ça permet un vrai apaisement. Et moi, ma première séance d'hypnose, pendant 2 mois, j'avais eu plus aucune crise. Enfin, c'était quand même fou. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en moi, mais ça m'avait, je sais pas, ça avait changé quelque chose à l'intérieur. C'était assez dingue. Mais après, c'est revenu petit à petit parce que j'avais pas fait de travail, en fait, vraiment sur, voilà, sur le fond du problème, sur mes habitudes et tout ça. Mais du coup, l'hypnose, ça m'a beaucoup apaisée. J'ai fait de l'EFT aussi qui m'avait aidée. Un peu dans le même principe que l'hypnose. Voilà, ça va apaiser sur le coup, ça va permettre de mettre en place d'autres choses entre-temps. Mais sinon, c'est vraiment la thérapie TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, qui m'a énormément aidée en fait à comprendre voilà, quelles étaient les habitudes néfastes, à remplacer par d'autres comportements, à analyser mes émotions, mes pensées, etc. Ça a été vraiment primordial. Et suivi d'une autre thérapie qui a été plus d'inspiration analyse pour comprendre mieux qui j'étais et pourquoi j'avais développé ça et pourquoi j'avais voilà, un manque de confiance en moi, pourquoi j'étais aussi perfectionniste. Donc là, pour travailler sur plus tout ce qu'il y a autour du trouble et pas que les habitudes, les actes, les comportements, etc. Oui, parce que c'est aussi ça qui l'a causé en fait. J'imagine que par rapport à des expériences passées ou par rapport à justement ce manque de confiance et tout, c'est aussi ça qui, sans travailler sur le fond du problème, même si tu travailles sur tes habitudes, etc., si tu as toujours cette envie, même si tu as changé tes habitudes qui est là, ben, tu ne peux pas vraiment en Ouais. finir avec ça en fait. En fait, c'est un trouble anxieux. Donc déjà, il touche quasiment tout le temps des personnes qui sont trop stressées ou anxieuses, même si sur ça, j'aimerais bien préciser que en fait, on peut être anxieux sans forcément faire des crises d'angoisse. En fait, l'anxiété, elle peut venir de petites choses du quotidien. Par exemple, je sais pas, avoir peur des blancs dans les discussions, avoir peur enfin, toujours arriver hyper en avance à des rendez-vous. Enfin, ça, c'est des manifestations d'anxiété en fait qui sont pas juste, voilà, je suis tétanisée dans mon lit. Non, il n'y a pas que ça. Et moi, en fait, j'ai réalisé assez tard, finalement, j'étais quelqu'un d'assez anxieux, même si j'en avais pas forcément pris conscience. Et en fait, vu que c'est un trouble anxieux, c'est un trouble aussi de l'hyper-contrôle. Donc, en fait, en contrôlant l'apparence de notre peau, on essaie de se réfugier dans quelque chose qui nous rassure parce qu'on a l'impression qu'on a le contrôle dessus. Alors que dans notre vie, on n'a pas le contrôle sur notre vie. En fait, il peut toujours nous arriver plein de choses. Donc, se réfugier... C'est bien d'ailleurs. Ouais, mais se réfugier dans un trouble qui nous permet d'avoir le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui rassure. On se dit, bon, bah, ok, quand je suis dans cette sphère-là, au moins je contrôle, je peux, voilà, je vais tout lisser sur ma peau, j'ai toujours quelque chose à faire, je sais exactement comment faire parce que je l'ai répété des milliers de fois. Voilà, c'est une manière de reprendre le contrôle. Et ça, il y a un vrai travail, du coup, pour aller mieux sur le fait de lâcher prise et d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler tout le temps, que ce soit sur l'apparence de notre peau, mais aussi dans notre vie, etc. Et qu'en fait, bah oui, parfois, on peut s'exposer à des échecs, à des choses qui sont mal faites ou autres, mais ça fait partie de la vie, quoi. C'est clair. Alors, du coup, le mot perfectionnisme, il revient très souvent aussi sur ton compte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique pour les personnes qui se reconnaissent dans ton histoire. Comment on fait quand on est perfectionniste, justement, pour réussir à changer ses habitudes ou qu'est-ce qu'il y a comme obstacle à dépasser, en fait, par rapport à ça? Ouais, c'est une super bonne question parce que effectivement, je le vois beaucoup dans les discussions que je peux avoir avec certains de mes abonnés. C'est que, en fait, franchement, parmi les dermatillomènes, je pense qu'on est quasiment tous des ultra perfectionnistes. C'est vraiment, j'avais fait un questionnaire sur la dermatillomanie qui a été rempli par près de 600 personnes. Donc, du coup, ça commence à faire des stats assez intéressantes. Et franchement, le mot perfectionnisme, il revient tout le temps. Donc, voilà, je pense qu'on l'est tous. Et en fait, c'est une qualité. Enfin, voilà, faut pas se dire que c'est qu'un défaut d'être perfectionniste. Ça permet d'accomplir plein de choses, etc. Mais pour mettre en place des nouvelles choses dans sa vie, ça peut être un obstacle parce qu'on veut faire les choses parfaitement et sans aucun écueil. Et en fait, dès qu'il y a le moindre rouage, sable dans le rouage, on se dit mince, ok, c'est mort, foutu pour foutu. En fait, c'est bon, je reviens à zéro, c'est fini. Alors qu'en fait, c'est vraiment important de comprendre que n'importe quel cheminement n'est jamais linéaire, qu'en fait c'est tout le temps une courbe qui monte, qui descend, mais en fait quand on descend, on va jamais redescendre aussi bas qu'au début. Et c'est ça qu'il faut se dire, il faut se dire ok,
j'ai peut-être pas réussi ce jour-là à faire ci ou ça, mais ça veut pas dire que tout est foutu et que je repars à zéro. Non, ça veut juste dire que peut-être que je dois en retirer une leçon supplémentaire, mais je reprends d'une marche au-dessus et puis voilà, ça continue, quoi. Donc, clairement, moi, dans mon cas, bah, par exemple, quand j'ai fait ma thérapie TCC, au début, je pense que je voulais faire vraiment tout parfaitement pour ma psy. Je me disais, attends, elle m'a donné ça, ok, bah, elle va être fière de moi, je vais faire la bonne élève, je vais faire exactement comme ci, comme ça. Mais en fait, c'était pas la bonne motivation. Enfin, la motivation, elle doit être pour moi, pour aller mieux, et pas pour rendre ma psy contente, quoi. Ouais. Donc déjà au niveau de la thérapie, ça c'était super important. Et puis après au niveau de tout le reste, dès que je voyais des choses à faire qui étaient bien, autant pour ma peau que pour mon équilibre psy, bah, je le faisais à fond quoi. Mais c'était trop. Notamment pour l'alimentation, j'avais lu que, ça maintenant c'est avéré, mais qu'il y a vraiment des liens entre l'état de la peau et ce qu'on mange. Et en fait, je suis vraiment tombée dans l'orthorexie. L'orthorexie, c'est le fait de L'obsession de manger manger, ça. voilà, une obsession de manger sain. Et c'était mon cas. Moi, je pensais vraiment que manger un gâteau, ça pouvait me donner une maladie, quoi, ou un bouton. Alors, en fait, c'est pas parce qu'un soir, on se fait une raclette que en fait, tous nos, nos efforts sont réduits à néant. Ouais. Et là, j'étais dans l'extrême. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ce perfectionnisme de garder de la souplesse. En fait, c'est vraiment la souplesse, le mot qu'il faut garder en tête, je pense. C'est que nous, on a une vraie rigidité mentale de vouloir tout faire carré, parfait, voilà, alors que vraiment la souplesse, c'est le maître mot, quoi. Il faut vraiment garder ça en tête, je pense. Ok. Et au niveau, parce que, bon, imaginons, tu dis, je sais pas ce qu'il peut y avoir comme nouvelle habitude, mais demain, je mets ça en place. Euh, des fois, c'est difficile, en fait. Des fois, tu prends des nouvelles habitudes, mais pour autant, tu vas essayer de le faire. Tu vas toujours avoir la motivation du début ou les 4-5 premiers jours, tu es à fond, tu le fais. Mais après, ça veut peut-être dire se lever plus tôt ou ça veut peut-être dire rajouter une contrainte, en fait, à ton quotidien. Comment tu le gères, toi, ça? Bah, ça, c'est hyper vrai. Et d'ailleurs, je crois que ça a été théorisé sous le nom de courbe d'apprentissage. Donc, c'est en fait, voilà, dès qu'on veut mettre en place un nouveau truc, au début, on a toujours la motivation. Ensuite, finalement, on va revenir à notre zone de confort et on va arrêter, quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, effectivement, rien ne s'obtient jamais sans travail. En fait, il faut tout le temps un effort. Et forcément, quand on change quelque chose, on doit accepter un inconfort au début. Donc, il y a toujours un petit inconfort parce que c'est nouveau, en fait. Donc, forcément, voilà, on n'a pas l'habitude, quoi. C'est comme si vous avez tout le temps l'habitude de vous prendre votre douche le matin et qu'à partir du lendemain, vous vous dites, OK, je vais le faire le soir, ben, ça va vous faire bizarre. Donc, au début, voilà, c'est normal cet inconfort et il faut arriver à dépasser l'inconfort pendant quelques jours. Ça, c'est hyper important, je pense, de le comprendre parce que c'est pas parce qu'il y a de l'inconfort que ça ne nous correspond pas, en fait. Et souvent, on se dit ça, on se dit, ah, mais non, mais en fait, ça me saoule, donc en fait, j'arrête. Alors en fait, non, c'est juste que ça fait partie du process de changement. Mais après, en général, quand on dépasse cet inconfort, soit voilà, on se rend compte qu'en fait, vraiment, ça nous apporte rien du tout, même au bout d'un mois. Et là, dans ce cas-là, bah, ça sert à rien. Soit on va commencer à en ressentir les bienfaits. Et là, bah, la nouvelle habitude, elle va naturellement s'intégrer dans notre quotidien parce que en fait, on aime ça, en fait. Moi, c'est ce que ça m'a fait pour l'écriture. En fait, j'adore écrire et c'est vraiment quelque chose qui me soulage. Quand je me sens pas bien, je prends un carnet ou sur mon ordi ou même sur mon téléphone et j'écris ce qui me passe par la tête et ça me Ça décharge te en fait. vide, ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait trop de bien. Et vu que je le ressens, que ça me fait du bien, bah en fait, naturellement, j'ai envie de le refaire, quoi. Donc, c'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que s'il y a un truc qu'on n'arrive vraiment pas à mettre en place, je sais pas, par exemple, la méditation ou le yoga ou autre, bah c'est peut-être aussi parce que ça ne nous correspond pas et c'est pas grave. Mais il faut juste tester un peu au début et dépasser ce petit inconfort, voir, tester et puis après, voir si ça s'intègre ou pas, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident. À chaque fois qu'on prend, moi, ce truc la courbe d'apprentissage, là, c'est un truc que j'ai vécu, mais avec plein, plein de choses. Et pour autant, il y a des trucs. Donc, moi, pour le coup, la méditation, c'est quelque chose que j'ai réussi à garder en place. Donc, je le fais pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine en tout cas. Mais à l'inverse, effectivement, il y a des trucs. J'ai essayé, mais au bout de 3 jours, ça m'a saoulée. J'ai dit, ouais, en fait, non. Et j'ai même pas persévéré, en fait. Mais c'est tellement pas, en fait, dans nos habitudes, pour le coup, de persévérer et de continuer en Ouais. sachant que, en fait, c'est pas intégrer le fait que ça va forcément être difficile au début, alors que ça paraît logique. C'est comme tu dis, Oui. c'est comme pour n'importe quoi. Demain, il faut que tu ailles au boulot à vélo, alors que tu y allais en bus, bah forcément, au début, ça va être Bah oui. difficile, c'est normal, quoi.
Et c'est ça, et je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, garder ce mot souplesse en tête. Enfin, en fait, je trouve qu'on se met énormément de pression à vouloir tout faire bien. Enfin, et surtout, je trouve que sur Instagram, bah, c'est un peu le cas aussi en ce moment. Enfin, on a l'impression vraiment qu'il faudrait que tous les matins, on se lève à 5 heures, qu'on fasse du sport, de la méditation, écrire ses gratitudes, ensuite cuisiner un truc. Enfin, en fait, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et être plus simple par rapport à tout ça. Il faut choisir une chose peut-être qu'on a envie de tester et tester ça peut-être pendant une semaine, quoi, mais juste un petit truc au lieu de vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Enfin, si je prends l'exemple, par exemple, des changements alimentaires, souvent, ce qu'on dit, c'est que pour changer vraiment son alimentation, il faut 2 ans. Si vraiment quelqu'un veut faire un vrai rééquilibrage alimentaire. Donc, et en fait, je pense que par rapport à d'autres habitudes de vie, c'est un peu pareil. Enfin, en fait, il faut comprendre que les choses, elles changent doucement et que si on fait trop de choses en même temps, bah, c'est le meilleur moyen de se décourager complètement, quoi. Surtout si on est perfectionniste et qu'on veut tout faire et qu'on en veut en faire trop. Donc, il faut peut-être dans ce cas-là choisir une chose qu'on a envie de faire et même si on le fait un jour par semaine ou tous les 2 jours, ou voilà, mais y aller doucement au début, quoi. Sinon, c'est le meilleur moyen de se décourager. Ok. Ouais, non, t'as raison. Et c'est important de faire passer ce message, je trouve, parce que, encore une fois, c'est des trucs qu'on voit pas. On voit plein de... Effectivement, on voit plein de choses. Je réagissais à une IGTV de Pauline, dont le podcast sort justement la semaine prochaine, qui parlait justement de ça, du fait qu'on a plein de trucs. Tout le temps, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, il faut déjà juste faire ce qui nous correspond. Il faut y aller petit à petit. Tu peux pas avoir une vie complètement différente du jour au lendemain. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et Donc, puis en plus, on est tous imparfaits. Enfin, en fait, on ne peut pas avoir une alimentation parfaite, une vie sociale parfaite, un physique parfait. Enfin, en fait, il faut juste comprendre cette notion que on est parfaitement imparfait et que ça sert à rien de vouloir être parfait dans tout parce qu'en fait, sinon, on passe à côté de sa vie parce qu'il y a toujours un sujet à améliorer dans notre vie. Et si on est toujours en train de se dire, bah, en fait, il faut encore, là, c'est bon, j'ai amélioré ça, mais il faut encore que j'améliore ça, en fait, on ne pourra jamais être dans le présent et aimer ce qu'on a, quoi. Donc voilà, il faut aussi, et je pense que ça, c'est un vrai sujet par rapport à la dermatomanie ou à d'autres troubles de l'apparence où on veut voilà, être parfait. C'est qu'en fait, quand on arrive à accepter l'imperfection dans d'autres sphères de notre vie, par exemple, je sais pas, dans son travail ou dans son alimentation, bah en fait, on va aussi mieux réussir à l'accepter sur notre corps ou sur notre peau, par exemple. c'est ça. Parce que voilà, on se dit que quand on a un bouton ou quand on a une peau qui est pas parfaite, mais en fait, c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres gens autour de nous, parfois, ils ont pas des peaux parfaites et c'est pas pour ça qu'ils sont nuls. Voilà, c'est que c'est la vie en fait. Enfin, tout est linéaire, la peau, elle vit, elle change, notre corps aussi. Enfin, c'est l'impermanence, quoi. Ouais. Et c'est normal. C'est pas anormal. Ouais. Super. Bah, Camille, merci beaucoup pour ces messages. Ça passe trop vite. On est déjà à la fin du podcast. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit, il y a quelque chose que tu souhaites rajouter ou un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent? Bah, je pense que c'est vraiment ça sur être plus bienveillant avec soi-même en fait et être moins dur. Accepter qu'en fait on est des humains, que ne pas tout voir en noir et blanc. Enfin, je sais que moi j'ai longtemps été comme ça, vraiment le fameux foutu pour foutu dont on parlait, c'est soit noir soit blanc, mais en fait non, il peut y avoir du gris parfois et le gris c'est pas nul quoi. Donc Mhm. vraiment accepter ça et puis euh, essayer de regarder aussi le chemin parcouru, regarder ce qu'on a déjà fait et arriver à être un peu fier de soi. Au lieu de toujours voir devant tout ce qui reste à faire. En fait, parfois, on ne réalise pas qu'on a déjà fait plein de trucs. Et puis aussi qu'il y a plein de trucs déjà qui sont super bien dans nos vies. Enfin, qu'on n'est pas tout le temps en train de devoir s'améliorer, quoi. On n'est pas voilà, on peut aussi être content de ce qu'on a et se dire, tiens, j'ai de la chance, j'ai ci, j'ai ça. Et ça, je pense que c'est hyper important parce que sinon, on peut jamais être bien dans sa vie et on peut jamais vivre le moment présent. C'est ça. Donc voilà. Super. Non, mais exactement. Donc, la gratitude aussi, effectivement, c'est un truc hyper important. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très, très longtemps, mais c'est vrai que ça fait un bien fou. Je regardais encore un webinaire hier là-dessus d'un médecin qui expliquait les effets sur le cerveau et tout. Donc, enfin, c'est juste trop bien. Pour le coup, du coup, pour les personnes en plus qui ont des problèmes de stress et d'anxiété, c'est encore mieux parce que ça aide vraiment là-dessus. Donc, merci beaucoup, Camille. Je vous invite tous à aller voir son compte Instagram et à la suivre puisqu'il y a une sortie prochaine. On ne sait pas encore quand, mais d'un livre qui va sortir. Donc, je vous invite à aller... 2021, j'espère. Oui, on attend, on attend. Ouais. Donc, tous les liens sont dans la bio pour retrouver Camille. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne continuation pour la suite.
Merci beaucoup à toi. Durant ce mois d'octobre consacré au bien-être, il me paraissait évident de faire intervenir des personnes qui ont renoué avec leur propre bien-être, qui ont remis de l'harmonie dans leur vie. Camille, connue sous les réseaux sous le nom de Possible, a pris la décision, il y a 2 ans, de lever le voile sur la dermatillomanie, un TOC dont elle a souffert durant des années et avec lequel elle cohabite aujourd'hui. Dans cet épisode, elle nous donne les clés pour mettre de nouvelles habitudes en place. Elle parle avec authenticité et sincérité pour mettre en lumière les obstacles qu'on rencontre tous et nous faire connaître les solutions auxquelles on peut faire appel. Perfectionnisme, volonté, bienveillance, tant de notions qu'on a abordées autour de son expérience de vie et qui, nous l'espérons, vous aideront dans votre cheminement. Cet épisode était un peu spécial car Alice, une des abonnées d'Espérance, était présente. Lors du concours des 100 abonnés, j'avais fait gagner la possibilité d'assister à un enregistrement et c'est Alice qui a été tirée au sort. J'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir faire participer l'une d'entre vous et de lui permettre, elle aussi, de parler un peu avec l'invité du jour après l'enregistrement. Et puis surtout, avant qu'on se quitte, elle a eu une phrase qui m'a comblée. Ça redonne de l'espoir. Cette phrase est la plus belle que je puisse entendre au sujet de ce podcast. C'est l'essence même d'Espérance. J'espère que vous ressentirez la même chose et que cet épisode vous plaira. Vous retrouvez tous les liens pour suivre Camille dans la barre de description. N'oubliez pas de nous identifier en story quand vous nous écoutez. Je vous dis à tout de suite et vous souhaite une très belle écoute.